troisième atelier donc de notre après-midi où il s'agit effectivement de mettre en exergue, en tout cas l'engagement et le rôle de l'entreprise dans le processus de formation la, en cours de formation, à la fin d'une formation, sachant qu'effectivement on a déjà eu, comment dirais-je, le témoignage de quelques acteurs qui montrent que l'entreprise est partie prenante évidemment d'un processus de formation. Là, on va être un peu, je dirais, dans un autre cas de figure, c'est se dire quand il y a trois acteurs, c'est-à-dire un organisme de formation, un CFA, un lycée, des apprenants, qu'ils soient en apprentissage, qu'ils soient dans une formation initiale classique, dans un PRF, et bien sûr l'acteur économique, c'est de voir ensemble comment effectivement cet acteur économique peut s'engager dans un processus. Alors pour démarrer l'atelier, je demanderai à Madame Delay et après ensuite à Stéphane Delrue de nous parler de leur action, en mettant en exergue évidemment l'implication et le rôle de l'entreprise dans le processus de formation, de manière à ce qu'on puisse comprendre à quel moment elle intervient et pourquoi. Madame Delay, peut-être? Alors, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvie Delahaye, je représente l'OPCO-EP, qui était l'OPCO des entreprises de proximité. Les entreprises de proximité, ce sont les commerces, les artisans, les professions libérales, les entreprises de services à la personne et services à l'entreprise. C'est en Hauts-de-France les 37, plus de 37 000 entreprises adhérentes à notre OPCO et on représente 400 000 salariés, majoritairement des toutes petites entreprises. Alors sur la thématique sur laquelle nous a demandé d'intervenir, je me suis dit qu'effectivement on est tous d'accord pour dire que de développer les compétences des salariés c'est très stratégique pour les entreprises, mais lorsqu'on est une petite entreprise et qu'on n'a pas de responsable RH, encore moins de responsable de formation, eh bien on est très démunis pour définir précisément ses besoins en compétences. Et si tant est qu'elles y arrivent, elles auront encore plus de difficultés à construire des parcours de formation adaptés à leur modalité, à leur métier, à leur organisation. Quand on est une petite entreprise, lorsqu'on envoie des salariés en formation, ça vient perturber l'activité de l'entreprise. Donc du côté, alors à l'époque c'était AGFOS PME, mais l'offre de service qu'on avait mis en place aujourd'hui, elle est en train d'être développée et remaquettisée au regard de notre public d'entreprises adhérentes. On avait identifié, alors je vais zoomer sur la partie recrutement et sur la partie contrat de professionnalisation. On s'était rendu compte à l'époque qu'on avait dans des territoires ou dans certaines entreprises un faible accès au dispositif d'alternance et notamment de contrat de professionnalisation. Donc, nous avions fait une étude à l'initiative des partenaires sociaux et on s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs réponses. Une des réponses était l'offre de formation est inexistante dans le territoire. On sait que s'il y a une offre de formation pertinente et présente, ça va inciter les entreprises et les personnes à se former. Une autre réponse a été de dire et si formation il y a, elle n'est pas adaptée à nos métiers et à notre organisation. Et donc de ce fait, on s'est dit bien, ça serait peut-être bien qu'on construise une offre de services qui permettent de réintégrer l'entreprise dans le processus de formation du contrat de professionnalisation. Pour leur dire tout simplement d'accepter que la formation puisse se dérouler en interne, dans le cadre du contrat de professionnalisation, peu ou prou, complètement en interne ou partiellement en interne. Mais en tout état de cause, les partenaires sociaux voulaient que ce soit sécurisé pour nous en tant que financeurs, parce qu'on ne voudrait pas non plus financer n'importe quoi, mais sécuriser également les entreprises et les salariés qui sont recrutés en contrat de professionnalisation. Donc nous avons mis en place un dispositif qui permet d'avoir un soutien d'un spécialiste pédagogique, une sorte d'expert en pédagogie, qui puisse soutenir nos entreprises qui ne le sont pas. Parce que c'est pas parce qu'on est spécialiste d'un métier qu'on est capable de former ou de tutorer un collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Donc nous mettons à disposition un expert pédagogique auprès des entreprises qui acceptent ou qui souhaitent mettre en place
en formation interne, en contrat de professionnalisation, et cet expert va intervenir dans différentes étapes. Première étape, il va d'abord diagnostiquer les besoins. Quel est le poste à pourvoir? Quelles sont là où les situations de travail? Quelles sont les compétences clés à détenir pour occuper ce poste? Ensuite, ça c'est optionnel. On propose à l'entreprise de l'aider à mieux recruter. Ensuite, une fois qu'elle a recruté, on positionne le candidat par rapport au poste qui est à pourvoir. Ensuite, on demande à cet expert pédagogique d'élaborer avec l'entreprise le parcours de professionnalisation, d'identifier avec l'entreprise les ressources internes et externes pour mener à bien ce parcours professionnel. En travaillant sur les ressources internes, vous imaginez bien que ça détecte et ça permet aussi de solliciter les formations de tuteurs, les formations de formateurs occasionnels et de repérer au sein de l'entreprise des bons professionnels, des collaborateurs prêts à s'investir dans la formation de leurs futurs collègues. Ensuite, il y aura une étape, bien évidemment, de suivi du déroulé pédagogique. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la progression est normale? Est-ce qu'il faut modifier peu ou prou le parcours de formation? Et enfin, bien évidemment, il y a un bilan, il y a une évaluation, puisqu'il y a il y a un objectif de professionnalisation. Donc, à cet expert de vérifier qu'il y a atteinte de la professionnalisation identifiée au démarrage du contrat. Donc, on l'a expérimenté depuis plusieurs années et ça a permis. Alors, la vocation, ce n'était pas de faire du contrat de professionnalisation autrement, mais de permettre l'accès à des contrats de professionnalisation sur mesure à des entreprises qui n'en feraient pas. C'est-à-dire que si une entreprise nous dit je veux faire de la formation interne et qu'il y a l'offre de formation existante sur le territoire, on ne va pas accepter sa demande. C'est-à-dire que c'est bien là, en absence d'une réponse formative adaptée au métier et à l'organisation de l'entreprise. Donc, ce n'est pas pour faire de la concurrence au contrat de professionnalisation dit de droit commun, bien au contraire. Et le constat qu'on a identifié après avoir mené ces opérations, c'est que majoritairement, c'est des CDI qui sont proposés dans le cadre de ce type de contrat. On s'est rendu compte que ça développait au sein de l'entreprise des besoins en formation de formateurs occasionnels et de formation interne, que l'entreprise s'impliquait fortement et qu'elle se professionnalisait dans les étapes de recrutement, dans les futurs recrutements, qu'elle se professionnalisait dans la construction d'un parcours de formation, ce que peu ou prou elle ne savait pas faire au démarrage. On vise bien une cible d'entreprise qui n'était pas structurée pour faire de la formation interne ou qui n'était pas structurée pour identifier des compétences en interne pour pouvoir accueillir, intégrer et former. Une fois que c'est fait, eh bien, elles deviennent plus ou moins autonomes et elles développent des besoins nouveaux qu'on n'avait pas identifiés préalablement. Voilà l'expérience que je souhaitais vous présenter rapidement cet après-midi. J'ai une question. L'expert en pédagogie, c'est j'allais dire une compétence nouvelle pour l'OPCO. Vous l'avez recruté, enfin, ou est-ce que vous faites appel dans le cadre d'un marché, par exemple, à des prestataires externes, etc. Donc, on avait imaginé cette offre de service il y a très longtemps et aujourd'hui, elle est complètement intégrée au décret de 2018 qui impose à tout OPCO de participer à la construction de parcours de formation et d'en évaluer les résultats. Donc, ce n'est pas une compétence que l'on a intégrée, qu'on l'on a internalisée, on la sous-traite. Donc, on fait appel dans le cadre du marché public, on recherche des prestataires qui interviennent pour notre compte pour structurer cette formation dite interne dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et de l'accompagner pour qu'il y ait une rassurance, une garantie pour tous les acteurs de la professionnalisation du bon devenir de ce contrat. Donc, bien évidemment financé, Donc, s'il y a des questions sur le financement, on finance bien évidemment cet expert pour les différentes étapes qu'il va mener, des étapes obligatoires et des étapes optionnelles. On finance également l'organisme de formation externe si dans le parcours on fait intervenir un organisme externe, et on finance l'entreprise également si elle intervient totalement ou partiellement dans le cadre de la formation interne, mais on la finance pour le temps qu'elle y consacre pour professionnaliser ce nouveau collaborateur. Très bien.
Stéphane Delru, peut-être une autre illustration? Oui, alors j'espère que j'aurai plus de chance cette fois-ci avec le micro. Arrêtez-moi si jamais vous m'entendez pas. Alors nous, effectivement, on a mis en place. Ça va beaucoup mieux, Monsieur Delru. Ouais, c'est vrai. On vous entend plus. Ah, il fallait le dire. Ah, allez-y. Ça va mieux? Oui, oui, allez-y. D'accord. Donc on a mis en place des parcours certifiants. Oh, mince. Faut peut-être retirer l'image pour la bande passante, peut-être. Monsieur Delru? Voilà. Oui. Allez-y. Vous m'entendez là? Donc je recommence dès le début. Nous avons mis en place des parcours certifiants avec la modalité AFACE. Bon, il y a un souci. Vous m'entendez là ou pas? Bah écoutez, des coupures. Bon, pourtant on a la fibre chez nous. Là, c'est coupé. Hein. On vous entend plus du tout là. Ah, pourtant moi je suis connecté, Ah. tout va bien. Est-ce que ça va là ou pas? Allez-y, allez-y, écoutez, allez-y. Oui, donc les constats pour la mise. C'est haché. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. En attendant de retrouver Monsieur Delru, est-ce qu'il y a des réactions à la première intervention? Oui, Guy Drobnoa. Je souhaitais souligner cette expérimentation, cette opération d'EP. La présentation de Sylvie était vraiment intéressante. Je trouve que trop souvent on oppose contrat d'apprentissage et contrat de pro, et ça montre bien que les deux dispositifs ne sont pas les mêmes, qu'ils sont complémentaires et qu'ils permettent une voie vers l'alternance de manière générale, qui peuvent être différenciées. Et jouer sur la souplesse du contrat de pro, je trouve ça très malin, parce qu'effectivement c'est un sujet. Alors si je reprends mon ancienne casquette de RH en entreprise, je signais beaucoup de contrats de pro parce que très souvent on a des jeunes qui sont diplômés mais qui n'ont pas de métier. Et nous, c'était le message: vous avez passé un diplôme, maintenant vous allez apprendre un métier dans l'entreprise. Et le contrat de pro avec une partie, toute ou partie en interne, permet dès lors à l'entreprise d'apprendre véritablement le métier de l'entreprise aux jeunes, avec des connaissances qui de toute façon seront transversales plus tard peut-être, mais aussi, et c'est ce que soulignait Sylvie, de signer du CDI en alternance par ce biais-là. Donc je trouve que cette idée est vraiment intéressante et devrait être beaucoup plus élargie, parce que c'est ce qui permettrait aussi aux contrats de pro de continuer à vivre et aux entreprises de trouver une réponse tout à fait adaptée à leurs besoins. Monsieur Delru? Oui, est-ce que ça va mieux? Écoutez, après, essayez, on verra bien. Ah non, mais là, l'image est coupée là. Ah. C'est haché, il y a des moments. Je suis désolé. Je sais pas. Désolé. Eh ben, écoutez, ce que vous pourriez faire, c'est nous envoyer peut-être un document Oui. qui présentera l'action, Oui. et ce qui nous permettra aussi de voir dans votre action le rôle de l'entreprise dans le processus de formation. D'accord. À moins que Laurent veut pas. Vas-y, Laurent. Peut-être pourrait-on proposer à Monsieur Delru une dernière chance, une dernière possibilité technique, qui serait de nous joindre par téléphone. Vous pouvez joindre la conférence par téléphone. D'accord. Et à mon avis, je vous ai envoyé, Monsieur Delru, les coordonnées par chat en privé, là. D'accord. Le numéro de téléphone et le code d'accès. Ok. Bon, bah, je vous appelle. Oui. À tout de on suite. va croiser les doigts et puis bon, cette fois-ci, ça va marcher. Ok. J'espère. Ouais.
Moi, j'avais une question pour Madame Delay également. Est-ce que vous avez senti un impact de la crise sanitaire et de quelle nature en termes de difficultés éventuellement rencontrées ou de stratégies un peu différentes d'organisation par rapport à votre dispositif? Alors oui, il y a eu un impact, hein, faut pas se voiler la face. En contrat de Mhm. professionnalisation, nous sommes en baisse de façon drastique, mais pour différentes raisons. On a aussi parce que le contrat d'apprentissage est bien boosté aujourd'hui, et donc c'est la mesure phare sur laquelle les employeurs aujourd'hui s'orientent. Donc, comme à juste titre, comme il a été dit, on ne faut pas mettre en concurrence les deux dispositifs, et ils ont lieu d'être tous les deux. Là, on est en train de retravailler, c'est pour ça que j'ai pas donné son nom, parce qu'on est en train de le retravailler, en train de retravailler cette offre de service pour justement faire plus encore, hein. Mais on avait les modalités, elles pouvaient se faire également à distance, elles pouvaient, comme c'est une formation interne, le rôle de l'accompagnateur pédagogique peut se faire de toute façon à distance, sans souci. Donc, la crise sanitaire n'a pas d'impact sur le contenu de la formation, elle aura plutôt un impact sur est-ce que l'entreprise elle est prête à recruter aujourd'hui, et Ouais. est-ce qu'elle est prête à recruter sur ce dispositif, et par ailleurs, est-ce qu'elle est encore ouverte eu égard à la typologie d'entreprise que nous représentons. Je l'ai dit en introduction, vous pensez bien que Bien on est sûr. moins dans les difficultés formatives que est-ce que économiquement je vais encore subsister et que je vais pouvoir recruter tout simplement. Hmm. En tout cas, nous, on essaye de lever tous les obstacles et professionnaliser au travers le tutorat, au travers de cette offre de service, l'entreprise sur la RH, elle est déterminante. En tout cas, on l'a bien ressenti, quoi. Il y a une prise en main après de la compréhension du rôle attaché à l'entreprise dans le recrutement, dans l'intégration, dans l'accueil, dans la formation, et d'y participer aux côtés d'un professionnel. C'est rassurant et on apprend beaucoup de choses. Hmm. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, on attend toujours Monsieur Delru. Et vous parliez aussi qui m'a interpellé, l'identification des ressources internes et externes. Vous pouvez en dire un peu plus sur cette question-là? Lorsqu'il y a Pour élaboration du ju- parcours de ouais, formation, évidemment, la première question qu'on doit se poser, l'entreprise se rendre compte aussi qu'il y a une offre de formation externe. Est-ce ouais. qu'il existe des organismes de formation capables de former la personne au poste tel qu'il a été établi? Si oui, il n'est peut-être pas nécessaire de faire de la formation interne. Il y a aussi une bonne connaissance de l'offre de formation à avoir. Est-ce qu'elle est adaptée? Elle n'est pas adaptée. Si elle est suffisamment adaptée, ben, c'est un contrat de professionnalisation de droit commun. Si ce n'est pas adapté, en quoi il faut l'adapter, en quoi ça peut être complémentaire entre l'offre de formation sur laquelle on s'appuie, qui a une réalité et une importance, et puis la capacité de l'entreprise à former en interne. Mais on incite, et on insiste beaucoup pour éviter les dérives, là encore, hein, de dire du tout interne. Le tout interne est peut-être la bonne solution, mais elle est peut-être pas la bonne solution. En tout cas, c'est à l'expert pédagogique de vérifier tous ces éléments. Est-ce que de votre point de vue, vous pensez que les entreprises n'ont pas une connaissance de l'offre du droit commun? Parce que on pourrait aussi se dire que, in fine, euh, l'entreprise ne sait pas ce qu'elle a sur son territoire. Alors, soit elle est submergée de demandes, Ouais, d'offres, soit elle n'en a pas. d'accord. Il y a encore là aussi des spécificités territoriales. Lorsque je vous avais dit, l'étude, lorsqu'elle avait été menée, c'était d'une évidence qu'il y avait des territoires un peu en déshérence par rapport à l'offre de formation. Donc, lorsque nous, on s'apercevait qu'on faisait pas de contrat de pro, bah oui, mais s'il n'y avait pas d'offre de formation, ou alors il fallait la mobilité des personnes pour se rendre sur l'île, à Reims, à Paris, pour se former. Et ça, ce n'est pas possible. Enfin, notamment pour un certain public de demandeurs d'emploi ou de jeunes recrues dans l'entreprise. Donc la connaissance, elle existe, peu ou prou. Ou alors c'est l'offre de formation qui va être, comme on dit, qui va
qui va orienter la qualification ou la professionnalisation. C'est-à-dire que si vous faites un certain BTS, bah, vous verrez sur le territoire que ce fameux BTS, alors que c'est peut-être pas le besoin réel de l'entreprise ni de la personne qui vient d'être recrutée. Hmm. Hmm. Sur la logique de professionnalisation des entreprises, on a un autre dispositif aussi. On a identifié là encore que dans les TPE, PME, il n'y a pas de responsable RH, il n'y a pas de responsable de formation. Donc, on a mis en place un parcours de la fonction RH. C'est pas un métier, c'est une fonction. Et si c'est une fonction, il faut le professionnaliser. Et dans les modules que l'on propose, on a un module recrutement, on a un module télétravail. Aujourd'hui, on a un module formation. Formation innovante, mais il faut acculturer les entreprises, il faut les accompagner parce que d'elles-mêmes, notamment pour les plus petites d'entre elles, elles sont désœuvrées. Donc c'est notre rôle, en tout cas nous, c'est le rôle qui est le nôtre, et on mène beaucoup de ces services avec nos conseillers qui sont tous les jours sur le terrain, et on fait appel après à des experts, des professionnels, parce que c'est chacun son domaine d'activité. Nous ne sommes pas des spécialistes de la pédagogie, donc on a besoin de nos collègues experts en la matière. Hmm. Est-ce que tu me permets, Rachida, de rebondir aussi sur cette question-là? Par rapport, je voudrais poser la question à Dominique Dilly par rapport à l'intervention que vous menez de votre côté en entreprise, cette réflexion sur finalement cette expertise pédagogique, comment vous la vivez à votre niveau? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait, ouais. Très bien. Pardon, oui, Rachida. je trouve que c'est très intéressant la présentation de Sylvie, notamment sur cette compétence, cette expertise pédagogique. Dans le cadre de notre action, on travaille avec un grand organisme de la branche, l'AFTRAL, et qui aujourd'hui ne déploie pas de modalités AFEST dans ses parcours de formation. Et c'est intéressant justement de voir aussi que l'expertise pédagogique peut aussi se créer avec ceux qui travaillent plus classiquement dans des modèles de face à face et qui peuvent aussi construire de nouvelles façons avec de nouvelles modalités pédagogiques des parcours existants aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Monsieur Delrue est en ligne. Vous m'entendez? Oui, allez. Quelle bonne nouvelle! Voilà, ça arrive, comme quoi tout arrive. Donc, oui, comme je vous disais, nous avons travaillé à la mise en place de parcours certifiants avec des certifications de la branche professionnelle, des CQPIH, commis de cuisine et serveur en restauration, où on a intégré la modalité AFEST. Alors, au démarrage, on était parti sur des parcours dans le cadre de POC, et aujourd'hui, nous avons transformé ces parcours dans le cadre de contrats en alternance et des contrats de professionnalisation. Donc pour démarrer, on a tout de suite réuni un pôle de partenaires autour de nous, dont l'UNI pour qu'il puisse nous faire remonter les besoins de la branche. On a travaillé en partenariat aussi avec le certificateur, puisqu'il fallait qu'on invente de nouvelles modalités de certification. Bien sûr, l'OPCO, pour trouver le modèle économique de ces parcours. Pôle emploi, pour le repérage et le positionnement des publics. Et on s'est fait accompagner par un partenaire qui s'appelle ProSapiens, qui est une plateforme qui permet le suivi des parcours et les remontées de preuves de formation. Alors, pour démarrer ces parcours, on a d'abord analysé les situations de travail des différentes entreprises qui nous avaient été positionnées par l'UNI sur les deux postes, les deux postes commis de cuisine et serveur en restauration. On a, suite à ça, rapproché les situations de travail au référentiel de certification,
afin de créer des supports pédagogiques, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des livrets de situations d'entraînement. Ces livrets expliquent les situations d'entraînement à mettre en œuvre par le tuteur de l'entreprise avec son apprenant au sein de l'entreprise. Ces livrets et ces situations où on a aussi évalué la récurrence des entraînements, combien d'entraînements on doit mettre en place dans l'entreprise pour arriver au résultat. Et ensuite, comment on faisait remonter la preuve de la réalisation de l'action de formation en entreprise. Et avec la plateforme ProSapiens et une application vidéo, nous on a choisi la captation vidéo, qui est la preuve de la réalisation de la formation et de l'acquisition des compétences par les apprenants. Pour ce faire aussi en amont, on a repéré et formé les tuteurs des différentes entreprises. Alors, on s'est basé là, dans ce premier projet, sur le type de restauration traditionnelle. Donc, on a formé les tuteurs d'entreprise déjà à l'accueil des publics. Et ensuite, on les a accompagnés aussi dans les modalités de la FEIST. Parce que c'est un nouveau métier pour eux. Ils savent transmettre, mais de là à rentrer avec toutes les modalités et la législation que demande la FEIST, c'était autre chose. On a respecté forcément toute la législation autour de la FEIST, avec une fois la remontée de preuves faite, des phases d'explicitation que l'on a fait aussi bien en entreprise, mais comme on a gardé des séquences aussi en centre de formation, ces phases réflexives ont aussi été travaillées en centre de formation, avec au sein du centre des experts métiers qui sont là pour avoir la règle de l'art. En parallèle avec l'OPCO, on a travaillé le modèle économique ainsi que le process de certification. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur nos parcours, sur 10 parcours que l'on a effectués, on a 9 personnes qui ont été certifiées et le plus important, c'est qu'on a 8 personnes qui ont signé des CDI avec des types de publics qui, surtout, étaient très éloignés de l'emploi au départ. Voilà. Alors, on a eu des freins aussi, on a repéré des freins sur ces actions. Les freins, c'était surtout pour, au sein de l'entreprise, ne pas se laisser happer par l'activité et de bien respecter le calendrier, les phases d'entraînement, les phases de validation et les phases réflexives. Sur un des freins aussi qui est remonté, c'est la capacité des apprenants, voire même des entreprises des fois, à avoir des outils numériques pour les tuteurs et les apprenants et les maîtriser. Autrement, sur les belles satisfactions qu'on a eues autour de ces projets, c'est une implication de l'ensemble des équipes autour de l'acte de formation puis autour des apprenants, une réorganisation des entreprises et de leur savoir-faire, et puis surtout, c'est qu'on a remis une bonne partie de ces personnes au travail. Là, aujourd'hui, nous avons 8 personnes en contrat de professionnalisation qui ont démarré le 1er septembre. Et aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien. On va voir avec l'arrêt des entreprises comment on va pouvoir continuer. Mais voilà un peu le projet que nous avons mis en place. Ok. Allô? Allô? Oh, super. Monsieur Delru? Allô? Vous m'entendez? Allô? Bon. Moi, je ne sais plus.
Alors moi j'entends Monsieur Delru et j'entends Rachida également. Donc Oui, moi, j'entends Monsieur Delru aussi, mais visiblement il m'entend pas. À moins que. Bon, en tout cas, merci Monsieur Delru, même si il m'entend pas. Moi, je voudrais poser une question puisque pour renforcer les liens entre, on va dire, les établissements de formation et les entreprises, en tout cas pour les deux témoignages, dans l'étape préalable, il y a un diagnostic des besoins. Et à partir de là, on définit effectivement je dirais un programme, enfin en tout cas un parcours de formation. Est-ce que vous pensez que c'est systématiquement le préalable pour renforcer les liens entre une structure, quelle qu'elle soit, que ce soit un lycée, un CFA, un organisme de formation de PRF, en tout cas tout ce qui existe dans le droit commun, si je puis dire, quels seraient les préalables pour justement renforcer le lien entre entreprises et organismes de formation? S'il y a des préalables. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, Monsieur Valens? Oui, bonjour, Philippe Valens, l'UNIC, Union nationale des industries de l'impression et de la communication. Je réponds effectivement un petit peu à tout ce qu'a présenté Madame Delahaye. Il est évident que les acteurs de l'OPCO sont les premiers à faire effectivement le lien entre les entreprises et les possibilités de formation. Souvent, ils connaissent bien leur tissu de bassin, ils connaissent leurs adhérents, ils sont tout à fait à même d'entrer en contact avec eux et de leur proposer des possibilités. Parce que un chef d'entreprise va toujours vous dire oui, la formation, bien évidemment, j'y crois, j'en ai besoin, c'est nécessaire, mais ça va coûter combien, est-ce qu'il y a des aides, etc., etc. Et s'il n'y a pas effectivement cette espèce de tableau brossé en amont par un opérateur relativement indépendant, qui n'est pas un OF, qui n'a pas d'avantage particulier à proposer telle ou telle solution, effectivement, je pense qu'il faut veiller à bien renforcer le lien OPCO-entreprise. J'ai envie d'ajouter OPCO et organisme de formation du droit commun. On peut également souhaiter que les OPCO, et ils le font également, j'imagine, entretiennent de bonnes relations avec les OF. Oui, on dit tout le temps qu'on est une sorte de vigie, quoi. On est au milieu d'un microcosme de la formation. Que nous, qui sommes spécialistes du sujet, on a l'impression qu'on se connaît tous et on maîtrise les dispositifs, mais c'est quand même relativement complexe. Donc effectivement, il faut des gens au milieu de tout ce monde et qui fassent le traducteur en quelque sorte, et qui expriment et qui vulgarisent peut-être, ou bien aussi qui remettent les entreprises quelquefois dans des situations réelles de réalité, puisque ce qu'on nous dit il faut le mouton à 5 pattes, bah écoutez, le mouton à 5 pattes on l'aura jamais. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va peut-être commencer à réfléchir ensemble sur les solutions à trouver. Donc voilà, il faut un peu comme moi, je dis souvent qu'on est un peu comme des médecins généralistes, même si on est des experts dans l'ingénierie de l'information et des dispositifs, on est avant tout dans l'écoute, dans l'analyse de l'expression du besoin, dans la traduction, et après à nous de trouver les solutions pour que on puisse résoudre le problème, si tant est qu'il y ait un problème. Isabelle, c'est bon. On arrive, je crois, David, à la fin de l'atelier. On va essayer de résumer, en tout cas, les pistes d'action. En tout cas, moi, une que je retire là tout de suite, c'est le partenariat et la collaboration étroite entre un organisme de formation et l'OPCO, quel que soit le secteur, pour à la fois identifier les besoins des entreprises et faire déjà un premier travail de diagnostic, j'ai envie de dire, et amener, en tout cas via l'OPCO, amener effectivement les entreprises pour qu'elles puissent participer et contribuer à une action de formation. La deuxième action, enfin c'est plutôt dans le modèle, c'est parfois de travailler in situ dans l'entreprise, ce qui a priori, même si Madame Delahaye disait il faut pas concurrencer le droit commun, néanmoins on voit au travers des deux expériences que la formation dans l'entreprise est quand même favorable
à une application plus forte de l'entreprise, voire aussi même pour l'apprenant d'ailleurs, un facteur de motivation, puisque que l'on soit dans une formation certifiante ou une formation qui vise un contrat de travail, il y a en tout cas des perspectives pour l'apprenant. Enfin moi en tout cas c'est le deuxième axe que je vois. Isabelle me dit. Alors le troisième, je vous avoue très sincèrement que je ne. Pardon. Oui. Mais peut-être que parmi vous, certains veulent réagir aux deux axes que j'ai synthétisés au travers des témoignages et. Non? Moi, j'avais envie de dire aussi qu'il faut éclairer pour mieux décider. Il faut acculturer, il faut éclairer, il faut accompagner le plus en amont possible pour que faciliter la mise en relation entre différents acteurs et puis qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Mais si on n'éclaire pas, la décision elle sera bonne aussi, c'est avec un peu de chance, ou elle sera mauvaise avec certainement beaucoup de chance. Non, mais en plus, ce que vous soulignez tout à l'heure avec l'OPCO qui évidemment connaît ses adhérents, connaît l'entreprise, peut effectivement être le relais pour entre guillemets, comment dirais-je, remettre l'entreprise dans une réalité du marché. Quand je dis marché au sens large, vous disiez tout à l'heure quand une entreprise veut recruter un mouton à 5 ou 12 pattes, on le dit souvent nous entre nous. C'est important effectivement qu'on puisse échanger avec l'OPCO pour qu'on puisse comment dirais-je, présenter en tout cas les réalités des publics, d'autant que l'expérience de Madame Watteau et l'expérience de Monsieur Delru, on est aussi face à des personnes qui sont en difficulté et parfois difficulté d'apprentissage, et c'est important de tenir compte de tout ça. Voilà. Je voulais juste signaler que Anne-Marie Lolivier de Pôle emploi, je crois, a souhaité intervenir, ainsi que Maxime Tonnoir. Donc on leur cède la parole tout de suite. Oui. Oui, merci. Je remercie Madame Delahaye de son intervention. Et effectivement, la formation professionnelle continue, notamment, n'est pas un sujet facile pour personne. C'est complexe et c'est la force de notre région Hauts-de-France de devoir être aussi en partenariat. Et je pense que quand une entreprise ou un groupe d'entreprises qui représenté par les fédérations présentes ou directement par les groupements d'entreprises, nous partagent leurs difficultés, leurs préoccupations, leur développement économique, eh bien, c'est ensemble qu'on trouve des solutions. Et l'expérience de Pôle emploi auprès des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, nous démontre chaque jour que il n'y a pas de problème sans solution et que c'est ensemble qu'on les trouve et que c'est des parcours parfois un peu compliqués, mais et il est bien rare qu'on ne parvienne pas avec les moyens du conseil régional ou avec les moyens de l'État ou avec les moyens de chacun de trouver des solutions de formation. Et je fonde de grands espoirs, et Dominique Dilly et Madame Delahaye, vous l'avez expérimenté, Monsieur Tonner aussi avec Monsieur Delru, c'est sur la FEST, qui est aujourd'hui une modalité qui est certes attirante, mais qui reste très techniquement à mettre en place. Et on a la chance dans notre région d'avoir des expériences positives de cette façon de prendre l'outil de travail et l'entreprise comme façon de former aussi à la fois à l'interne, mais aussi des publics qui viennent de l'externe pour les besoins les plus précis dans l'entreprise. Merci en tout cas de la participation de tous à ce sujet.
Oui, moi je souhaitais juste intervenir par rapport à l'UMIH. C'est vrai que notre organisation a mis en place, on va dire, nouvelle corde à son arc à travers le service emploi formation qui est piloté par Pierre Nouchy sur la région des Hauts-de-France. Ça nous a permis notamment de mobiliser l'ensemble des acteurs professionnels justement pour pouvoir réadapter l'offre de formation par rapport aux différents référentiels. Et Dieu sait que ça a bougé en termes enfin surtout lié au protocole sanitaire. Il a fallu réadapter certaines compétences de nos salariés et de nos futurs salariés. Donc il a fallu forcément réadapter la formation. On a pris ça à bras le corps. Preuve en est au niveau justement des personnes, des tuteurs qui en entreprise accueillent justement les stagiaires. Ça nous a permis d'obliger entre guillemets on va dire la formation permis de former, qui sans elle ne peut, voilà, on ne peut pas accepter que ce soit un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage, justement que le tuteur ne soit pas titulaire de cette formation permis de former. Donc tout ça est mis en œuvre aujourd'hui sur les Hauts-de-France. En tout cas, on est à l'écoute justement de l'ensemble des bonnes pratiques aussi des autres branches et j'étais particulièrement sensible à l'intervention de Cécile Watteau, notamment sur le dispositif Destin qui permettra certainement de permettre le retour à l'emploi des plus éloignés avec on va dire la mise en adéquation entre nos brigades solidaires et le dispositif Destin. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous. Je vais peut-être redonner la parole à Laurent Bulteau pour conclure et surtout peut-être mettre en perspective les travaux de ces ateliers ou de cet atelier autour de 3 thèmes. Hein. Laurent, je te passe la parole. En mettant ton micro peut-être. Ah. Voilà. J'ai Voilà. remis le micro. Donc, merci à toi. Je vais pas faire Maître Capello, hein, ne vous inquiétez pas. Vraiment remercier très sincèrement l'ensemble des participants cet après-midi. Parce que tout le monde a joué le jeu, quoi. Les témoignages ont vraiment été très très intéressants. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, alors c'est pas une découverte évidemment, mais je pense que on avait là une addition de témoignages. C'est qu'on est vraiment une région où il y a énormément d'expérience, d'expérimentation, d'innovation, d'opérations qui se font, qui s'organisent et qui fonctionnent. En donnant des résultats. Je pense que ça, c'est extrêmement important aussi de le constater ensemble. Alors, c'est un effet, je dirais que c'est un bienfait collatéral du séminaire, mais c'est extrêmement important. Et je dis ça aussi en regardant, mais je peux en regarder d'autres, en regardant les collaborateurs du lab Innovation en Formation, parce que précisément, on est sur un enjeu, je pense, aujourd'hui, de pouvoir combiner, faire se parler ces expérimentateurs, ces faiseurs, d'une certaine manière, de manière à créer ce qu'ils appellent dans le lab une communauté apprenante et une communauté agissante. Je pense qu'on est vraiment là-dessus et moi ça me semble tout à fait intéressant qu'on ait pu croiser aujourd'hui au sein des différents ateliers ces différents interlocuteurs et intervenants. Même si je ne doute pas qu'ils se connaissent, mais je pense que dans cette dynamique c'est tout à fait intéressant et je pense que en tout cas on a les uns et les autres et Karine Charbonnier, la vice-présidente, le porte fortement, très optimiste, je dirais, et très enthousiaste sur cette capacité qu'on va se donner au travers du lab, mais pas que, de pouvoir rentrer dans un cycle d'animation encore plus intéressant et important de ces différentes expérimentations qui sont faites.
La deuxième chose, c'est que évidemment, au-delà des expérimentations, il y a un vrai enjeu qui va être de faire levier et de regarder comment on peut ensuite prospérer, je dirais, par rapport à ces retours d'expérience pour déployer dans des proportions et des échelles plus larges que ce qui a été indiqué. Mais, et ça se rajoute immédiatement, dans une forme d'exigence, parce que on a bien vu que tout ça c'était de la dentelle, tout ça c'est du jeu d'acteur, tout ça c'est du temps passé, et il y a énormément on a bien ressenti cette idée de coopération interréseau entre l'économique, la formation, la pédagogie, l'ingénierie à proprement parler. Enfin voilà. Mais voilà, je pense que ça renvoie aussi probablement les acteurs et les pouvoirs publics à un certain nombre de responsabilités en la matière, qui est comment on peut finalement faire plus sans faire moins bien. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité par rapport à ça. Et je pense que sous cet éclairage-là, on doit aussi pouvoir, je dirais, bien diriger, et on a des pistes aussi pour diriger les différents dispositifs d'accompagnement des acteurs qu'on a les uns et les autres mis à disposition de ces expérimentateurs qui nous ont fait leur retour aujourd'hui. Voilà. Et enfin, moi, ce que je retiens, c'est ça. On voit bien cette utilité et cette efficacité, je dirais, de rapprocher les acteurs dans des réseaux de coopération qui ont été souvent présentés comme étant des réseaux locaux, territoriaux, qui se jouent à un endroit pour être efficaces. Effectivement, ça renvoie à une capacité à déployer davantage ce type d'expérimentation et à pouvoir les accompagner de manière plus importante. Ça renvoie aussi peut-être à une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans la superstructure, je dirais, par rapport à ça, pour rendre aussi possible, sans les gêner évidemment, mais pour rendre possible ces coopérations en les adossant à des coopérations plus générales, plus transversales de systèmes, qui rendent après peut-être les choses plus faciles au niveau du terrain. Et c'est un gros enjeu pour nos réflexions à venir.